ne pas se faire avoir quand on négocie achat d'un bien immobilier? Souvent, mes clients, quand ils arrivent, la première question qu'ils me posent, c'est comment on négocie? Comment savoir que je me suis bien exprimée? Mais qu'est-ce qu'il faudra dire pour gagner la négociation? Et tout ça, on pourrait résumer avec une seule phrase. Si vous voulez connaître cette phrase, restez avec moi. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Je suis une coach spécialisée dans la négociation d'immobilier. J'organise souvent les événements gratuits. Si vous voulez en savoir plus, suivez le lien coursdenégociation.fr/webinaire. Pendant mes discussions avec les clients, j'ai souvent des hésitations, j'ai des doutes qui sont présentés par les clients parce qu'ils pensent qu'il faudra avoir des phrases copie-colle à utiliser et comme ça, la négociation est gagnée. Et c'est pas du tout le cas. Il y a aussi cette croyance que la négociation commence au moment qu'on parle de prix. Et à nouveau, c'est faux. La négociation commence au moment que vous avez eu l'idée que vous voulez acheter quelque chose. C'est drôle, mais c'est exactement ça. La négociation commence avec une phrase en amont. Donc, bien avant qu'il y ait une discussion à table entre les deux interlocuteurs, c'est d'abord dans votre tête. Vous trouvez des arguments et vous discutez avec vous-même. Donc, il faudra trouver des objectifs, des enjeux, des arguments pour et contre qui vont vous convaincre. Est-ce que ça vaut la peine de perdre des ressources, de utiliser l'énergie pour se battre à quelque chose? Ou peut-être c'est mieux de rester en état actuel, incognito, ne pas changer de choses, status quo. Donc, oui, on peut rester dans le status quo, mais est-ce que ça va améliorer notre vie? On aimerait profiter, on aimerait quelque part multiplier nos ressources, donc on se lance souvent et c'est pour cela on est motivé intrinsèquement pour découvrir un nouveau chemin. Les clients me demandent quand commence la négociation. Donc, à part de cette approche mindset qu'il faudra qu'on construise, il y a bien évidemment tout autour qui est externe. Il y a cette partie d'études de marché à mener, il y a les discussions que vous allez avoir avec votre partenaire, votre famille, les proches, les amis, qui soit ils seront d'accord avec vous, soit ils vont être les adversaires déjà parce que il faudra les convaincre. Donc, vous allez tester est-ce que l'argumentation que vous proposez est adaptée et elle tient la route ou pas. Donc, comment ne pas se faire avoir quand on négocie? Première chose. Et cette phrase-là que j'ai voulu vous dire de début, si vous parlez de prix, ça veut dire que la négociation est finie. Parler de prix, c'est marchandage. Parler de prix, c'est ne plus discuter des choses qui peuvent quantifier les résultats finaux, donc les prix. Ce que je conseille à tous mes coachés, dans les coachings, dans les cours, c'est de ne pas aborder les prix. Prix, il y a deux moments à poser. Si vous avez fait études de marché, vous connaissez quels sont les prix, vous vous sentez expert, vous avez des biens qui sont comparables, vous avez plusieurs offres et vous sentez que c'est dans votre budget, ok, vous pouvez donner première offre, c'est vous qui pouvez parler de prix. Par contre, si vous ne connaissez pas des marchés,
si vous êtes dans un autre pays, par exemple, si c'est hors de votre domaine de compétence, laissez quelqu'un de s'exprimer. En France, et aussi dans un autre pays, si vous achetez grâce à une annonce, le prix est souvent déjà imprimé. Donc, ce cas-là, il est déjà clôturé. Il n'y a pas besoin d'inventer la roue à nouveau. Le prix est donné, donc nous avons le dominateur commun pour la discussion. Cependant, s'il y a un achat dans une famille, quelqu'un qui connaît quelqu'un, il n'y avait pas encore estimation du bien fait, donc on peut estimer nous-mêmes combien vaut et combien je suis prêt à payer. Dans ces cas-là, suivez la règle. Vous êtes un expert, vous pouvez vous lancer avec une offre, vous ne connaissez pas, laissez l'autre de s'exprimer. Et maintenant, pourquoi? Quel est le raisonnement derrière? Si vous voulez baisser les prix, imaginez bien, est-ce que ça sera plus simple de baisser les prix si vous êtes un expert et vous avez des arguments, les cartes à poser sur la table pour défendre la réduction, ou ce sera plus simple de le faire si vous n'avez aucune contre-offre? Bien évidemment, plus simple est de défendre quand nous avons d'autres arguments, d'autres contre-offres. C'est pour cela vous pouvez vous lancer avec un prix parce que vous gardez la stabilité et vous envoyez les messages clairs. Moi, je sais ce que j'achète. Cependant, si vous n'êtes pas expert, ici, il faudra jouer, prétendre que vous y êtes, que vous êtes un expert et donc vous jouez beaucoup plus sur votre soft skills et le langage du corps. Si quelqu'un vous dit le prix 100 000, c'est à vous de trouver des contre-arguments. Parce que, par exemple, vous avez vu l'état du lieu, donc il faudra mettre les travaux ou les distances de ce lieu par rapport au commerce. Tous les autres arguments qui peuvent jouer sur les prix sont à appliquer dans ces cadres de figure. Maintenant, une autre chose à se dire. Si on parle de prix, est-ce que c'est plus simple de baisser les prix en parlant de forfait, le prix total d'un bien, 100 000 euros, ou est-ce que c'est plus simple de parler de prix si on parle par mètre carré? Imaginons bien. En fonction des vendeurs, il faudra s'adapter et calculer vite quel prix pourrait être les plafonds non négociables, non touchables pour lui, pour elle. Si c'est un agent immobilier, il connaît bien les régions, il connaît les caractéristiques du bien, il connaît les prix en mètre carré, il connaît aussi sa propre rémunération, parce que lui, il est rémunéré en fonction de la vente. Donc, pour lui, les seuils se basent sur prix par mètre carré. Et si lui, il sait que c'est 4 000 ou 17 000, dans sa tête, vous ne pouvez pas descendre plus bas que le seuil qu'il, lui, elle, a dans sa tête. Maintenant, si en face de vous, il y a un vendeur qui est un individu, un particulier, il faudra à nouveau prendre un peu du recul, l'historique, à combien et quand il a acheté les biens. Si les biens étaient achetés il y a 10 ans, les prix en mètre carré n'étaient pas pareils, n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, le point de repère, c'est un prix de mètre carré d'il y a
10 ans. Si ce particulier, il y a acheté il y a 2 ans, c'est une autre histoire, parce que peut-être il y a un événement grave dans sa famille, il vient d'être ici, mais potentiellement même les frais de notaire ne vont pas être remboursés, parce qu'en 2 ans, il n'y a pas grand changement sur le marché. Maintenant, si un particulier, il n'a pas besoin de ses biens parce qu'il a hérité, c'est la maison de parents décédés, et ainsi de suite, pour lui, le prix de mètre carré n'existe presque pas. Lui, il n'aura pas de sentiment et cette accroche émotionnelle par rapport au combien j'ai payé il y a 10 ans pour cette maison-là. OK? Donc, faites bien la différenciation entre les prix de mètre carré et comme on vous parlait l'agent, agent immobilier qui calcule tout par unité et comment vous discutez avec quelqu'un qui est héritier d'une maison à la campagne qui est à rénover. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si oui, partagez-le avec quelqu'un et pour trouver plus d'astuces, inscrivez-vous au webinaire coursdenégociation.fr/webinaire. À bientôt!